Je ne souhaite pas que quiconque adopte ma façon de vivre, en aucune manière, car avant qu'il ait bien apprise, j'aurais pu en trouver une autre qui me convienne davantage. Henri David Thoreau. Thoreau, un nom qui sonne bien en français, trop sans doute pour évoquer chez nous l'idée d'un pur Yankee. C'est pourtant le nom d'un classique américain hors pair, l'auteur du XIXe siècle le plus traduit de par le monde, le penseur qui inspira l'action de Gandhi et du pasteur Martin Luther King. Gandhi montrait à un journaliste lors d'une interview un exemplaire de la désobéissance civile dont il ne se séparait jamais. Il en savait par cœur les passages clés et il les méditait longuement en prison. Quant au docteur Martin Luther King, prix Nobel de la paix, il écrit dans sa biographie Stride Toward Freedom: en 1944, alors que je commençais mes études à l'université d'Atlanta, je pris connaissance de l'essai de Thoreau, La désobéissance civile. Fasciné par la notion du refus de coopérer avec le mal organisé, je fus si profondément remué que je me mis à relire l'ouvrage à plusieurs reprises. Ce fut mon premier contact intellectuel avec le thème de la non-violence. De l'aveu de ces courageux leaders, Thoreau apparaît comme l'initiateur dans la politique humaine du plus puissant mouvement moral depuis près de 2000 ans. Telle était l'opinion de Romain Rolland sur la non-violence. Lorsque les essais ici présentés furent publiés avec d'autres en 1921 pour la première fois dans notre langue, l'auteur de Jean-Christophe et d'Au-dessus de la mêlée écrivait enthousiasmé à un ami américain: nous, je veux dire les Français, sommes en train de découvrir à Paris cette année Thoreau, nous ne sommes pas pressés. Balzagette et Fabulé rivalisent entre eux à qui traduira et publiera ses ouvrages. Quel magnifique bonhomme! Et comme il est encore actuel, certains de ses écrits, Désobéir aux lois, le plaidoyer pour John Brown, etc., pourraient être utilisés dans les luttes d'aujourd'hui. Ce devrait être la Bible du grand individualisme. En effet, Léon Balzagette publiait le premier de ses essais sous le titre Désobéir. L'année suivante, Louis Fabulé présentait aux Français le chef-d'œuvre Walden. En 1932, Michaud et David donnaient sous le titre Un philosophe dans les bois une excellente sélection du journal, ce monument d'où était sortie toute l'œuvre. Les amis français de Thoreau se doivent d'exprimer leur gratitude à ces pionniers. Malheureusement, ces trois ouvrages étaient depuis longtemps épuisés et introuvables en librairie. Il fallait une traduction nouvelle et complète. Balzagette, ce grand révélateur de Thoreau, avait curieusement omis le passage de la nuit en prison, pour offrir au public français et surtout à la jeune génération deux œuvres de Thoreau qui appartiennent à l'histoire des idées contemporaines autant qu'à la littérature des États-Unis. Henri David, petit-fils de Jean Thoreau, flibustier normand échoué par quel hasard aux rives du Massachusetts, est l'un des personnages les plus fascinants des lettres américaines. D'un grand-père de langue française, peut-être tenait-il son désir de clarté et le goût des maximes fortes, et de lointains aïeux vikings, peut-être aussi l'instinct d'aborder à des terres ignorées et de tracer des pistes dans l'inconnu. Concorde, petite bourgade prospère de 2000 habitants située à quelques miles au nord-ouest de Boston, était déjà célèbre lorsqu'il y naquit, voici 150 ans. C'est là qu'avait éclaté en avril 1775 le premier coup de feu de la guerre d'indépendance. Thoreau est de toutes les gloires locales endormies au cimetière du Sleepy Hollow. Emerson, Bronson Alcott, Hawthorne, le seul natif de cette terre de révolution. Il est l'homme de Concorde, selon le mot d'Emerson, son maître et ami. Toute aventure est spirituelle, disait Cocteau. En ce sens, l'aventure de Thoreau est exemplaire. Il passa toute sa vie au village natal, mais il en fit un champ d'expérience vaste comme l'Amérique, vaste comme le monde. Il l'explora. J'ai beaucoup voyagé à Concorde, disait-il, et c'était un homme qui savait ce que les mots veulent dire. Ce Yankee de petite taille, aux épaules tombantes, au noble visage taillé à coups de serpe, est entré au Panthéon américain où son buste a été placé en 1962 pour le centenaire. L'ironie veut que tous les honneurs lui soient désormais rendus par ce même gouvernement dont il fut et reste, les pamphlets qu'on va lire le prouvent, le plus irréductible adversaire. Dans le monde entier, et pas seulement au pays de Gandhi, mais jusqu'au Japon où son succès est phénoménal,
jusque dans des villages reculés de l'Afrique où l'on applique les idées de Walden. La postérité rend justice à ce farfelu de village qui, de son vivant naguère, était entendu et encore moins suivi. Conférencier à la salle publique de Concorde, il se présentait plaisamment à ses voisins comme un homme remarquable pour sa bizarrerie. Les Français seront peut-être étonnés d'apprendre qu'il est devenu aux États-Unis un mythe vivant de la conscience collective. Certes, Henry David Thoreau incarne l'esprit d'une Amérique bien différente de l'idée qu'on s'en fait généralement chez nous. Il est l'anti-Babbitt. Pour l'homme de la rue outre-Atlantique, Walden évoque sur le champ une image, celle du gars, de Chap, qui vit seul en trappeur dans une cabane au fond des bois. Une autre image se superpose à celle-ci, celle du révolté qui, à la manière des hippies d'aujourd'hui, refuse catégoriquement de payer l'impôt. Cela, c'est la désobéissance civile. Enfin se dresse dans le plaidoyer pour John Brown, l'abolitionniste, en lutte contre l'esclavage. La figure de Thoreau est liée aux revendications les plus pressantes des intellectuels américains d'aujourd'hui. Critique des contraintes sociales, protestation contre la guerre, lutte pour les droits civils des Noirs. Il faut croire que la conscience américaine aujourd'hui a bien des affinités avec les conflits antérieurs à la guerre de sécession. Thoreau prit racine à Concorde, par chance c'était alors le foyer intellectuel des États-Unis. Emerson, qui s'y était installé en 1835, drainait à lui les esprits les plus originaux, les plus vivants, les plus révolutionnaires de son temps. En s'attachant à connaître ce lieu, Thoreau épousait tous les courants et toutes les influences d'une nation pleine d'énergie neuve, alors que des millions d'émigrants venus de partout s'en allaient gratter de leurs ongles la terre de Californie pour en extraire de l'or. Il savait, lui, que les vraies richesses étaient tout près. Il en fit l'inventaire et dans Walden compta sa fortune. Il y retraça en esprit l'aventure du pionnier. Il fut grand penseur, mais aussi en bon américain, maître d'école, précepteur, fabricant de crayons, poète, maçon, charpentier, naturaliste, bûcheron, conférencier, arpenteur. Henry David Thoreau fut certes tout cela, mais bien plus encore, un homme qui resta toujours et en toutes circonstances lui-même. Si je ne suis pas moi, qui le sera? C'était là sa devise. Longer le cours de cette fidélité sera tout notre propos. L'œuvre et la vie de Thoreau sont liées. Ses essais sont là pour en témoigner et il sollicite chacun de répondre pour lui-même. Un homme peut-il être coupable d'obéissance? Cette question brutale, les procès des responsables nazis l'ont récemment porté devant le tribunal de la conscience humaine. Les juges hollandais des meurtriers d'Anne Frank se trouvaient confrontés à des coupables qui ne pouvaient être accusés d'autre crime que d'obéissance aveugle à des ordres démoniaques. Comment doit se comporter l'individu seul face au pouvoir? Comment résister quand il le faut à ces puissances qui nous gouvernent? Autant de dilemmes qui peuvent fondre sur un être sincère et le torturer. L'histoire ne prévient pas. Lors de circonstances exceptionnelles, dans un moment de crise, réaliste sera celui ou celle qui adoptera d'emblée l'attitude sans reproche, séparera en soi, comme dit Thoreau, le diabolique du divin, et sautera le pas coûte que coûte. Au sein d'un monde qui tourne en accéléré, la stagnation ne paie pas. Il faut se prononcer et à l'instant ouvrir les yeux. Or, cette flèche a été plantée au cœur de notre temps par l'influence indéniable de Thoreau. L'histoire s'est chargée de montrer en Gandhi de quelle force est doué dans sa lutte contre l'injustice un seul individu pénétré jusqu'à la moelle de la justice de sa cause. Un pays entier peut en être témoin. Au Danemark, pendant la dernière guerre, un exemple nous en fut donné. Au moment de l'occupation, les résistants de ce pays avaient fait diffuser la désobéissance civile comme tract par milliers d'exemplaires. Les effets ne tardèrent pas à se manifester. Un décret nazi ayant ordonné que tous les juifs aient à porter l'étoile jaune. Le roi Christian et toute sa famille arborèrent ostensiblement cet emblème. Les Danois ne furent pas lents à comprendre et tous imitèrent le geste solidaire qui, bien sûr, réduisait à néant les intentions des nazis. Par de telles initiatives, le souverain très aimé devenait fort gênant. Les autorités allemandes crurent bon de l'enfermer au château royal avec l'interdiction d'apparaître désormais en public. Puis ils répandirent le bruit que le roi était souffrant et gardait la chambre, ce qui ne trompa personne. Alors le mot d'ordre fut lancé par la résistance, puisque le roi était malade, de lui souhaiter un prompt rétablissement et de le dire avec des fleurs
Aussitôt les services de livraison furent débordés de commandes. Les fleuristes ne savaient plus où donner de la tête. Et l'on vit en pleine occupation cette chose unique, une ville entière paralysée sous des bouquets. Ce n'étaient pas seulement les rues de Copenhague, mais toutes les voies d'accès de la capitale qui étaient bloquées par des gens à pied, en voiture et à bicyclette, qui portaient innocemment des fleurs au roi. Et comment refouler ces manifestations de sympathie? Pour pouvoir librement circuler à nouveau, les Allemands durent céder, sans effusion de sang, à la volonté du peuple et rendre au souverain une liberté définitive. Cela pourrait être un conte, c'est de l'histoire contemporaine. Ces exemples, on en trouverait d'autres, expliquent pourquoi les nazis trouvèrent au pays d'Andersen leur plus récalcitrant sujet. Là également l'auteur de la désobéissance civile, l'heureux rebelle, n'est pas loin d'être tenu pour un héros du folklore. Ainsi est-il devenu dans le concert des nations une allusion fréquente, un point de référence. Il est peu de gens à la page qui, même ignorant de l'origine de ces expressions, n'aient aujourd'hui entendu parler de désobéissance civile ou de résistance passive. Pour comprendre ce rayonnement, il faut bien sûr que ces essais aient une valeur générale et universelle. Ils sont la Bible de toutes les consciences fortes qui refusent d'obéir aux injustices de l'État, selon l'expression de Romain Rolland. Les écrits de Thoreau ont, de par le génie même de leur auteur, la vertu de s'élever à partir de faits historiques concrets jusqu'aux vérités morales valables pour tous les temps et tous les pays. Dans l'Amérique d'avant la guerre civile, le conflit à propos de l'esclavage des Noirs mettait en péril la constitution politique du pays, mais Thoreau n'était pas un nationaliste. Il disait qu'il devait être un homme d'abord et un Américain ensuite. Il pensait que les États se devaient de donner la liberté aux Noirs et qu'au regard de cette liberté, l'existence de l'Union était un problème secondaire. Il n'était d'ailleurs pas le seul à entretenir ce point de vue. Le 4 juillet 1854, Garrison, ardent abolitionniste républicain et fondateur du fameux journal The Liberator, brûla publiquement le texte de la Constitution. C'est dans ce même journal que fut publié L'esclavage au Massachusetts, un autre pamphlet de Thoreau qui, se situant dans le temps entre la désobéissance civile 1848 et le plaidoyer pour John Brown 1859, montre la permanence de l'intérêt de l'auteur pour la cause des Noirs. Une loi inique avait été votée par le gouvernement. De Fugitive Slave Law en 1850. Elle livrait à la justice fédérale tous les esclaves en fuite vers le nord. Arrêtés, ceux-ci devaient être restitués immédiatement à leurs planteurs du sud. Des manifestations violentes eurent lieu pour protester devant les grilles de la maison du gouverneur du Massachusetts contre l'arrestation de l'esclave Anthony Burns, mais sans succès. L'esclave fut rendu à son maître. Or, Thoreau, avec toute sa famille, était un abolitionniste à tout crin. Il était trop jaloux de son indépendance pour s'affilier à un groupement politique quelconque, mais il appartenait à un réseau de résistance connu sous le nom de chemin de fer souterrain ou des chefs de gare. Il en était aidé des Noirs, les Noirs fugitifs, à rejoindre d'étape en étape le lointain Canada. Le solitaire de Walden prit une part active à la lutte contre l'esclavage bien avant de se porter au premier rang, comme nous le verrons dans l'affaire John Brown. Guerre du Mexique, trouble au Kansas, attentat de Harper's Ferry, autant de conflits qui jalonnent l'histoire des États-Unis du vivant de Thoreau. Tocqueville, publiant La démocratie en Amérique en 1838, décelait avec pénétration les dangers que le problème noir et un immense territoire à conquérir représentait pour l'Union. Le plus redoutable de tous les maux qui menacent l'avenir des États-Unis naît de la présence des Noirs sur leur sol. Lorsqu'on cherche la cause des embarras présents et des dangers futurs de l'Union, on arrive presque toujours à ce premier fait de quelques points qu'on parte, Alexis de Tocqueville dans De la démocratie en Amérique. Il faudrait un gouvernement fort pour imposer à des États disparates une même ligne d'action. La loi sur les esclaves fugitifs, le maintien d'une armée permanente, la levée d'un impôt nouveau pour subvenir aux frais de guerre, la capitation, autant de signes d'une centralisation arbitraire contre lesquels Thoreau se dresse en défenseur de l'individu libre face à l'État géolier. Thoreau et Emerson, ainsi que leurs amis du club transcendentaliste, avaient adopté pour devise de leur journal de Dial
le principe favori de Jefferson qui ouvre la désobéissance civile, le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins. Lorsque Jefferson meurt en 1826, avec lui s'efface une conception libérale de la démocratie. Elle survit à contre-courant dans le foyer intellectuel de Concorde. On y était donc très critique d'un gouvernement corrompu par le système des dépouilles cher à Jackson, très accueillant par contre aux idées révolutionnaires. Fourier était à l'ordre du jour. On lisait Silvio Pellico, Mazzini et Victor Hugo. Bref, un vent de protestation soufflait sur la Nouvelle-Angleterre à l'heure où Thoreau arrivait à l'âge d'homme. Protestation pas seulement politique ou sociale, un certain primitivisme en réaction contre la technologie naissante était bien vu dans le cercle d'Emerson. Des réformateurs ultra prônaient le retour intégral à la nature et les phalanstères inspirés de cet esprit comme Fruitlands, formé par Bronson Alcott en 1843, défrayaient la chronique. Thoreau, de même qu'Emerson, se tint toujours à distance de ces collectivités plus ou moins excentriques, mais en homme des bois, il ressentait la menace que les entreprises de l'oncle Sam représentaient pour la vie sauvage. Thoreau était en sympathie avec l'Indien dépossédé de ses terrains de chasse et avec l'Erdgeist, l'esprit de la terre étouffé par l'avènement de l'artificiel et du mécanique. En cette aube des temps modernes, ce clairvoyant pressentit l'esclavage de l'homme par la machine qui, sous la forme du chemin de fer et du télégraphe, commençait à ceinturer l'Amérique. Parler de cette industrialisation en plein essor et dont nous apercevons aujourd'hui les limites inhumaines et dévastatrices, c'est évoquer par contraste l'idéalisme américain et la grande figure de celui qu'il a incarné aux yeux de sa génération, Ralph Waldo Emerson. Le père du transcendantalisme venait habiter à Concorde au moment où Thoreau, au sortir d'Harvard, y cherchait sa voie. De cette rencontre naquit une des plus belles amitiés qui soient. Emerson fut le sourcier du génie de Thoreau et celui-ci vécut pleinement, sans compromis, l'idéal que son maître avait seulement imaginé.